Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Ils sont toujours avec nous. Mamoudou Mara, consultant en marketing, Gracien Rukindi-Kiza, éditorialiste. Et il vient tout juste de nous rejoindre sur ce plateau. Monsieur Gaston Maungou, vous êtes écrivain. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors, juste avant la pause, nous parlions donc de la situation au Zimbabwe avec cette transition qui se prépare, une transition qui va être menée par Emmerson Mnangagwa. Alors, en somme, hein, c'est la ZANU-PF qui succède à la ZANU-PF. C'est toujours la vieille garde qui succède à Robert Mugabe. C'était juste une révolution de palais, finalement. Ben oui, c'est une révolution de palais. Maintenant, on va voir quelles sont les intentions de ceux qui vont diriger. Est-ce qu'ils ont une bonne oreille vis-à-vis de la population? Parce que la population a quand même participé au travers de la liesse. Voilà. Donc, il faut maintenant qu'il y ait quelqu'un qui écoute la population pour traduire dans les actes politiques ce renouveau-là, ce grand besoin de vouloir aller de l'avant avec des nouveaux dirigeants. Voilà. Gracien. Une révolution de palais, rien va changer? Rien n'a changé, rien ne va changer parce qu'en fait, c'est pas Mugabe en soi, il n'avait pas vraiment la capacité d'exercer le pouvoir en tant que tel, c'est son équipe qui l'exerçait. Or, à part quelques ministres et quelques gens autour d'eux qui s'étaient rangés du côté de Grace Mugabe, les autres sont des gens qui ont travaillé avec Mugabe, qui sont là, qui restent. Je pense que c'est la continuité jusqu'aux élections. Il ne va pas changer, il ne va pas mettre un nouveau calendrier, il ne va pas mettre un nouveau programme. Il n'aura même pas le temps de faire. S'il a la capacité au moins d'organiser un débat national, d'organiser les élections, de remettre aussi, il doit remettre les militaires à leur place, parce que les militaires sont là, ils sont des politiciens, des acteurs politiques comme tant d'autres. Il faut que les militaires retournent dans leur caserne, qu'ils laissent les politiciens exercer. Et aussi, il faut disons, rassurer le peuple sur le futur. Je dis bien sur le futur, justement après les élections, parce que tout le monde s'attend à ce que ZANU-PF gagne les élections. Ce parti peut perdre, notamment au niveau des législatives, ce qui fait qu'il peut y avoir une cohabitation autre. Il faut aussi que les miliciens, il faut dire que Mugabe, même si ces miliciens ne sont pas battus pour lui, il dispose d'une certaine milice qui peut faire mal aux opposants lors des élections. Il faudra aussi que le nouveau président fasse attention à ces milices qui ont été déjà préparées par Mugabe. Alors, Gracien, par ailleurs, ce coup de force intervenu, ce coup de force militaire intervenu il y a près d'une semaine, voilà, on est sorti complètement du coup d'État classique. L'armée a depuis le départ refusé d'avouer qu'elle avait fomenté un coup d'État. Gracien, quelle lecture faites-vous de cette stratégie menée par l'armée qui a toujours gardé quand même ce voile de l'égalité? Alors, il y a deux choses qui se présentent. D'abord, c'est une armée qui est intelligente. On sait bien que les coups d'État ne sont pas facilement acceptés aujourd'hui. Et ils ont eu l'idée de contourner le coup d'État. Ce n'est pas un coup d'État, ils ont laissé Mugabe. Mais Mugabe est allé dans une académie, dans une université. Il a prononcé un discours contre les militaires. Les militaires étaient là, ils ont laissé faire. Donc, ils ont joué le jeu. Et finalement, c'est la contestation populaire. C'est la contestation de l'Assemblée qui sont les deux contestations qui ont fait tomber Mugabe. Et pas l'armée, alors que c'est l'armée en soi qui faisait un coup d'État. Je termine. En plus, il faut ajouter un autre élément. On est dans un monde anglo-saxon, dans les pays de la SADC. Les pays où il y a, je ne dirais pas une sorte de démocratie, une justice, une façon de voir qui exclut l'usage de force. On comprend mal, par exemple, comment on peut faire un coup d'État au Kenya, en Tanzanie, en Zambie ou en Afrique du Sud. Donc, ces pays, au niveau de la SADC, sont très regardants. Ils disposent d'une certaine organisation militaire capable de venir faire tomber celui qui a fait le coup d'État. Et donc, ces militaires devaient faire attention à ce qu'il n'y ait pas l'intervention de l'Afrique du Sud. Donc, ils ont bien joué. Aujourd'hui, on peut se dire que c'est très difficile pour les armées de faire des coups d'État, sauf
Ce qui arrive dans certains cas, c'est quand ils tuent le président tout simplement, et puis ils ne revendiquent pas le coup d'État. Et là, on voit bien que cette destitution entre encore une fois tout à fait dans le cadre légal. En tout cas, il s'agit d'un coup de force, d'un genre nouveau. Oui, c'est un coup de force d'un genre nouveau, mais je veux juste dire à l'ancien que je pense que ce n'est pas la population qui a entraîné Mugabe dehors. Je pense que c'est l'armée qui a entraîné Mugabe dehors. La population n'a fait que suivre ce qui a été préparé à l'avance. Les militaires ont agi, vous dites qu'ils ont agi intelligemment, moi je pense qu'ils n'ont pas agi intelligemment. Parce que ça fait 3 décennies que le monsieur est au pouvoir. En 3 décennies, c'est le passé. Mais il faut se souvenir du passé pour pouvoir construire le futur. Vous avez parlé d'espérance tout à l'heure. Ces militaires, à aucun moment, ils n'ont donné de l'espérance au peuple. À un moment donné, l'économie zimbabwéenne était complètement arrêtée. Tous les indicateurs étaient complètement au rouge, mais à aucun moment, ils n'ont pris l'initiative de faire sauter Mugabe ou de Alors c'était un régime, hein, c'était vraiment un régime. Je pense que la prise du pouvoir aujourd'hui intervient dans un cadre simple. C'est parce qu'à un moment donné, les intérêts des militaires étaient en jeu. C'est complètement, c'est aussi simple. Je ne pense pas que ce soit les intérêts des militaires qui étaient en jeu. Et en plus, l'armée, si le Parlement et la rue avaient dit, dans la rue, s'ils avaient dit nous soutenons Mugabe, nous sommes pour Mugabe, et que l'Assemblée, le Parlement avait soutenu Mugabe, Mugabe ne serait pas tombé parce que l'armée n'aurait pas pu affronter l'Afrique du Sud. Je prends le cas du Burkina. Le Burkina. C'est différent. C'est bien différent. Le balai citoyen est sorti. Ils ont intervenu, ils ont fait un coup de force. Mais si à un moment donné, l'armée n'était pas d'accord à ce que ce coup de force réussisse, à aucun moment, il allait avoir un mondes différents. Il allait avoir un Le véritable problème, c'est que la population et l'armée ne voulaient pas que ça continue avec Madame Mugabe. Voilà, en tout cas, tout le monde pouvait supporter 30 ans, 37 ans de dictature, mais continuer avec la femme qui ferait la même chose. Voilà le vrai nœud qui a fait... Effectivement, c'était l'élément déclencheur. C'est l'éviction de Je suis d'accord avec vous, mais le monsieur qui va prendre le pouvoir, quelle est la différence entre lui et la femme de Mugabe? C'est parce qu'ils ont un nom de famille différent? Non, ce monsieur est un fruit mûr du système. Alors Mugabe. Effectivement, c'est un compagnon de route. Grâce à Mugabe, on ne sait pas d'où... C'est la femme de Mugabe, tout simplement. Parce que on va laisser la parole à Gaston Maungu. Vous voyez, le fruit, il est mûr, mais ce n'est pas vrai. Vous savez que quand vous avez travaillé, par exemple, dans son cadre, ils ont tous fait la même chose. Mais à un certain moment donné, on s'est dit, c'est la voie qui conduit la nation à la fosse. Il faut changer. Et donc, on cherche la chose qui va renverser la situation. Et puis, il y a aussi les relations internationales de la SADC qui ne pouvaient plus continuer avec ce rythme-là. Voilà je pense qu'après 3 décennies, je pense qu'après 3 décennies, quelle que soit l'initiative qu'on a, pour moi, elle est vaine. Dans la mesure où, après 30 ans, qu'on n'a pas pu réfléchir à une nouvelle voie, et qu'à un moment donné, au bout de 30 ans, on ne peut pas réfléchir à la nouvelle voie parce qu'il y a un dictateur qui est là en place. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle un mouvement de velours? Mais c'est parce qu'il y a une révolte interne. Et c'est là la vraie révolution de velours. C'est ça qu'on appelle la révolution des révoltes. Pour moi, le dictateur qui dirige avec ses caciques, mais il y a une portion d'entre les caciques qui démissionnent de la dictature et qui cherchent maintenant autre chose. C'est ça que nous avons eu. Pourquoi les régimes, je vous pose une question simple, pourquoi les régimes aujourd'hui qui ont fait 30 ans, 40 ans au pouvoir sont encore au pouvoir? Mais ces régimes-là sont en train de sombrer parce que la population est pour l'instant, sur 54 pays, il n'y en a pas un qui a fait comme ça. Non, nos populations sont en train de prendre la main. Ça, il faut le reconnaître parce qu'il y a une nouvelle donne politique qui est en train d'éclore en Afrique. Cette donne-là est en train d'agir tant dans les diasporas que tant en interne. Donc, toute occasion qui profitera à la nouvelle donne d'éclore sera saisie par les hommes. Il y a l'élément nouveau, c'est l'armée. Alors justement, on voit bien que l'onde de choc de cette destitution, de cette démission plutôt du président Robert Mugabe dépasse vraiment les frontières du Zimbabwe, puisque cette démission a été saluée partout, dans le monde, partout en Afrique. Et pourquoi? Il faut dire que Mugabe commençait aussi à agacer même les chefs d'État africains, parce qu'il se comportait d'une façon qui était un peu... des fois éhontés, et aussi ils avaient besoin d'un changement, pour qu'il y ait des changements. Au niveau de l'Afrique australe, au niveau SADC, ils avaient besoin du sang nouveau au niveau de cette sous-région. Et puis en même temps, il y a certains chefs d'État qui acclament pour dire
j'acclame pour que mon peuple, finalement, ne réclame pas la même chose. Voilà. Et je ne veux pas contester. Mais ce mouvement est déjà lancé. Pour montrer que je suis solidaire. Mais il y a dans plusieurs pays, notamment au Togo, si le Togo, l'armée avait suivi le mouvement de la rue, le président togolais, il serait déjà tombé. Mais la différence entre le cas du Togo et du Zimbabwe, c'est que le Togo, les mouvements de la rue sont suivis, c'est des mouvements politiques. C'est des mouvements citoyens qui sont différents, par exemple, du cas du Burkina, où Burkina et Togo sont aussi politisés. Alors, on continue de débattre de l'actualité africaine, tout de suite le grand angle. Le textile devient un secteur qui ne cesse de gagner de plus en plus d'importance dans l'économie éthiopienne. Le pays se classe au 2e rang mondial en matière d'investissement étranger dans ce secteur. La Chine, partenaire privilégié, y a développé de nombreuses infrastructures et la croissance semble au rendez-vous. Mais il y a quand même un envers du décor. C'est ce que nous verrons juste après ce sujet préparé par Idlet Mirabel-Bissou. En Éthiopie, l'industrie du textile est en pleine expansion. Dans un contexte de concurrence où la main-d'œuvre, les coûts de matières premières et les taxes augmentent en Chine, principal producteur mondial de textile, l'Éthiopie figure parmi les pays qui profitent de la demande croissante. Le pays qui s'est lancé dans une dynamique d'industrialisation se positionne au fur des années comme un marché attractif pour les investisseurs étrangers. Nous travaillons avec des fabricants de tissus chinois bien connus, comme Hydra Mani et Indochine, qui sont des entreprises internationales sur le marché du vêtement. Actuellement, il y a des entreprises étrangères qui sont en construction, mais celles qui existent déjà ont commencé à exporter leurs produits. À environ 300 km au sud de la capitale éthiopienne Addis Abeba, un site de 270 hectares abrite à Hawassa l'un des parcs industriels en expansion d'Éthiopie. Les investisseurs locaux et en majorité étrangers ont installé des usines de fabrication de vêtements pour l'exportation grâce à une main-d'œuvre défiant toute concurrence. Le développement de l'industrie manufacturière en Éthiopie va permettre de créer des emplois et maintenir une croissance élevée. D'ailleurs, le pays prévoit $1 milliard pour la construction de 15 parcs industriels d'ici 2020. Il y a 20 grandes entreprises internationales de confection de vêtements reconnues sur le marché du textile installées ici. 10 d'entre elles exportent déjà leurs créations vers les marchés américains et européens. L'investissement étranger dans l'industrie textile est passé de $166,5 millions durant l'exercice 2013-2014 à $36,8 milliards de 2016 à 2017. Même si la fluctuation des cours des prix du coton sur le marché international constitue un obstacle majeur aux aspirations de l'Éthiopie dans son élan industriel, le pays poursuit son processus de développement infrastructurel pour répondre à la demande de plus en plus grandissante dans le textile. Alors ce développement du secteur ne se fait pas sans conséquences pour les 47 millions de personnes qui travaillent actuellement dans les usines. Gaston Maungu, on sait qu'un ouvrier gagne à peu près un peu plus de $36 par mois. C'est 5 fois moins qu'un Chinois. C'est cela aussi l'envers du décor. Oui, mais ça va se développer au fur et à mesure. Il faut voir dans quel contexte les Éthiopiens peuvent intéresser les internationaux. Et nous devons féliciter cela parce qu'après le boom sur l'habitat, c'est maintenant le textile. Cela montre que la politique est en train véritablement de se développer et de diversifier les secteurs économiques qui doivent... mais quand même, cela se fait au détriment de ces personnes. Mais donc, ça vient au fur et à mesure. Vous savez, c'est encore un début. Mais est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est amené à s'installer comme on le voit dans les usines quand même en Asie? C'est une très bonne politique. Et les multinationales sont là depuis des années. Mais oui, mais en Asie, on a commencé comme ça et après, ça a commencé à changer au fur et à mesure. Il faut d'abord faire asseoir, faut d'abord faire asseoir l'instrument de production et la question financière de la rémunération viendra par la suite. C'est comme ça que moi je vois les choses. C'est une très bonne chose que ça se lance ainsi parce qu'il y aura aussi d'autres secteurs qui tendront la main pour faire la même chose peut-être dans la médecine, peut-être dans... Voilà. Alors, donc il faut permettre qu'il y ait des secteurs qui se développent comme ça. Gratien. Oui, moi je suis vraiment très critique de ce développement en Éthiopie parce que d'abord, c'est un développement que les Éthiopiens subissent. Ce sont des usines, ce sont des ateliers de fabrication, les Chinois qui sous-traitent. Et ils fabriquent pour exporter hors de l'Afrique. Les Éthiopiens ne fabriquent pas les vêtements pour les Africains. Les Africains vont acheter des vêtements à Dubaï,
partout, sauf en Éthiopie, alors que l'Éthiopie produit et envoie les vêtements que les Africains vont acheter en Europe ou ailleurs. Et ce développement, c'est-à-dire que les sous-traitants, les donneurs d'ordre peuvent dire d'un moment à l'autre, nous changeons, au lieu d'aller en Éthiopie, on va par exemple au Malawi. Ils vont aller au Malawi et l'économie éthiopienne va tomber. L'Éthiopie n'encourage pas un développement qui vient des Éthiopiens, un développement économique, l'essor de l'industrie pour fabriquer pour le pays, pour les citoyens d'abord, pour l'Afrique après. Et il y a aussi ce problème, il manque beaucoup de services. Donc c'est vraiment un développement qui, et en même temps, ce développement n'est pas accompagné d'une justice sociale. On le voit au niveau des salaires, on le voit aussi au niveau du système, que ce soit un système de santé, des conditions de travail, un système aussi, scolaire, et aussi il y a la spoliation, il y a les Oromo, il y a des peuples qui sont, des tribus qui sont spoliés de leurs terres d'une façon indigne pour laisser la place à ces multinationales, et ces gens-là sont laissés à eux-mêmes. Je dirais que c'est un développement sauvage qui aura beaucoup plus de conséquences négatives pour les citoyens, bien sûr positives pour l'État, parce qu'il y aura des rentrées au niveau des recettes de l'État. Mamoudou Mara. Oui, je suis plutôt d'accord avec ce que dit Gratien. Je crois que c'est un développement sauvage, dans la mesure où la population en elle-même ne bénéficie pas comme il faut. Et je pense que l'État éthiopien doit accompagner ici ces populations. L'Éthiopie, c'est quand même une population assez grande, à peu près 90 millions d'habitants, donc ce qui fait qu'il y a une main-d'œuvre assez présente. On parle de 47 millions de personnes. Exactement, 20% de chômage à peu près, donc le salaire est toujours bas. Et l'État doit faire ici, mettre en place des politiques, par exemple des politiques environnementaux. On a vu au Bangladesh, il y a eu des morts dans certaines usines qui absolument, en 2013. Exactement, des habits pour H&M et d'autres usines. Donc l'État doit accompagner sa population pour un développement plus contrôlé, pour que chacun puisse profiter de ce développement et pour une émancipation du peuple. Mais à côté, je suis un peu mitigé dans la mesure où ces gens qui arrivent, quelqu'un qui avait $1 avant et aujourd'hui qui a $30 à la fin du mois, on peut considérer ici une certaine évolution, mais une évolution qui reste quand même à relativiser, qui est précaire, mais l'État peut faire plus, et surtout les États africains doivent comprendre que la politique, c'est d'abord aider son peuple. La politique, c'est d'abord mettre en place des structures, des indicateurs qui peuvent amener le peuple à croire, le peuple à s'émanciper. Et ce qui nous manque ici en Afrique, c'est éventuellement des politiques qui puissent nous faire en sorte que l'espérance puisse naître au niveau des classes moyennes et des classes populaires. Mais aussi l'arrivée de la Chine en Éthiopie, c'est pas anodin. Il y a une question de coût voilà, la main-d'œuvre qui est assez faible. Il y a une exonération de taxes aussi que l'État mis en place pour les différentes entreprises. Alors justement, on a le sentiment que ces différents contrats passés avec les multinationales profitent plus aux Chinois qu'aux Éthiopiens au final. Oui, mais il faut d'abord que ça commence. Vaut mieux tard que jamais. Vous voyez, si on ne commence pas à faire quelque chose pour ces populations-là, on ne va pas quand même prendre de l'argent de l'extérieur. Monsieur Maungu, ce sont des conditions de travail qui sont dénoncées. Mais les conditions... Dès le départ, c'est ça qu'il faudrait... Cela s'améliorera forcément. Et s'il n'y a rien, par exemple, qu'est-ce qui va arriver? Monsieur Maungu, vous savez très bien, Monsieur Maungu, que l'industrie du textile se soucie peu quand même des populations. Cela est parfaitement visible en Asie. Tout à l'heure, vous avez parlé de cette usine au Bangladesh qui a fait 1338 morts en 2013, un immeuble qui s'est effondré. Et juste après, on ne va pas citer de marque, mais c'est juste après d'ailleurs ça que l'industrie a commencé à s'intéresser un peu plus à l'Éthiopie. Continuer d'arriver. C'est ça le problème. Moi, le problème, c'est que quand, par exemple, les Éthiopiens prennent ce chemin-là, vous savez, pour arriver à un point B, il faut d'abord passer par un point A. Donc, laissez-les d'abord commencer de faire ce travail, et puis les revendications viendront au fur et à mesure. Ouais. Vous pensez que ceux qui ont commencé à faire cela n'ont pas le temps de régler les autres problèmes? Mais il y a une conception. Sommes-nous obligés de faire comme les autres?
comme la Chine. La Chine. Mais non, mais est-ce que là, ils sont en train de faire comme la Chine? Non, c'est pas les mêmes indicateurs. Non, mais je veux dire, on n'est pas loin dans la mesure où ils vont travailler. Parce que c'est avec les Chinois qui sont en train de travailler, mais le transfert de technologie se fait petit à petit. Mais justement, là, déjà, il y a un transfert qui se fait. Il n'y a pas de transfert de technologie. Il n'y a pas de transfert. Ils reviennent, ils arrivent avec leurs usines. Quand le matériel est établi en Éthiopie, si les Éthiopiens sont intelligents, eh ben, ils commencent déjà à faire le travail du transfert. Le transfert, c'est quoi? Vous pensez qu'on vous donne le matériel, vous appuyez? Non, c'est pas ça. C'est la production qu'on met dans votre État qu'on appelle le transfert. En Afrique, en Éthiopie, on fait pas, il n'y a pas de transfert de technologie parce qu'on apporte les usines. Demain, on peut démanteler les usines et les ramener ailleurs. Il n'y a pas de fabrication. Il n'y a pas de fabrication d'usines. Oiseau de mauvais augure pour quelque chose qui va quand même apporter quelque chose à la population. Mais c'est ça. pas comme ça. Mais c'est ça la force. Il faut voir le progrès. Ça doit commencer quelque part. Et puis ça doit évoluer. Vous n'allez pas dire, bon, ce que vous faites, ce n'est pas bon parce que l'Afrique devrait faire. Mais oui, tout ça, ce ne sont que des idées de l'imagination. Non, ce ne sont pas seulement des idées. Alors, Monsieur Maungu, c'est quand même concret parce qu'actuellement, il y a des Éthiopiens qui dénoncent leurs conditions de travail. Et c'est comme ça que la société se développe. Quand les conditions de travail ne sont pas bonnes, on fait des revendications, on trouve des lois pour évoluer la chose. Et quand les revendications ne sont pas entendues, mais qui vous dit que les revendications ne seront pas entendues? Les revendications ne sont pas entendues. Le gouvernement éthiopien continue de parler d'un partenariat gagnant-gagnant. Certes, cela fait entrer de l'argent, mais le gouvernement ne semble pas entendre les revendications des travailleurs, des ouvriers. On sait bien que les revendications sont matées. Il y a l'usage de la force. Donc, le gouvernement n'entend que ceux qui ramènent de l'argent et non pas. Et surtout, on voit beaucoup d'Éthiopiens qui quittent l'Éthiopie. Si l'Éthiopie vraiment était sur la bonne voie d'un développement qui est bien organisé, on ne verrait pas des Éthiopiens franchir le désert pour... Non, c'est partout, même au Nigeria. Ce n'est pas partout. Ce n'est pas partout. Au Nigeria, c'est un développement sauvage. Oui, même au Ghana. Donc, le problème de quitter à cause de ça ne se pose pas. Ça reste un autre débat. Il faut l'encourager plutôt. Nous ne sommes que des intervenants en train de parler de ce qui se passe. Nous devrons plutôt encourager la politique telle qu'elle est en train d'être faite là, pour au moins que ça donne du pain et un travail aux gens. Et au fur et à mesure, on réglera les questions qui s'imposeront. Mais au fur et à mesure, on réglera les questions qui s'interviennent. C'est quand même grave. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut accepter tout et n'importe quoi, comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire, quand un bateau a vidé ses déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas de cela qu'on est en train de parler. Oui, mais ça reste quand même une problématique également. C'est une problématique. Oui, c'est des problématiques. Du coup, on accepte. On ne peut pas accepter. Ce problème, tout ce qui apporte l'argent, parce qu'il y a aussi les Africains doivent se dire, ils ne peuvent pas continuer à être des esclaves du travail, des esclaves des pouvoirs. Il faut qu'il y ait une certaine dignité. Ce que gagnent les Éthiopiens, par exemple, je peux vous dire une chose, ce que gagnent les Éthiopiens, par exemple, c'est au-delà, en dessous de ce que gagne un ouvrier rwandais, par exemple. Un ouvrier rwandais, il va gagner plus. C'est quand même hallucinant. Mais ça viendra. Avec le temps, il faut qu'il y ait de la revendication, il faut qu'il y ait du progrès social. On n'a pas besoin de revendication. Le pouvoir doit avoir si c'est correct. Vous pensez que le pouvoir ne gagne rien? Le pouvoir gagne quelque chose, mais qu'il investit dans d'autres compartiments. Donc c'est ça le développement. Le développement, c'est pas tout simplement parce que ceux-ci travaillent ici qu'ils doivent vraiment gagner gros. Non, il faut songer aux autres domaines. Donc le problème, c'est qu'il faut laisser quand même la chose qui se fait produire un fruit. Et c'est le fruit qu'on jugera. Ouais, on jugera le fruit avec des esclaves. Pour le moment, le fruit. Vous avez toujours cette notion d'esclavage. Vous savez, l'esclavage, il est partout. Vous devez le retenir. Même dans notre société là. Alors, il n'en demeure pas moins que les Éthiopiens continuent, ces ouvriers éthiopiens continuent de dénoncer leurs conditions de travail, et ça, c'est une réalité. Et ça, c'est la bonne chose. Ils continuent de dénoncer jusqu'à ce que les mentalités changeront. C'est ça qu'on appelle la lutte. Non, ce ne sont pas les mentalités qui doivent changer, c'est surtout le pouvoir qui doit changer de ligne, de vision. Mais comment on peut faire changer le pouvoir si ceux-là qui sont lésés ne font pas des revendications? Mais c'est ce qui se passe, M. Maungu. Mais voilà pourquoi on dit qu'il faut que ça continue pour qu'il y ait des changements. Mais il y a des population qui fait Maungu, la force du politique réside dans l'espérance qu'elle peut donner à son peuple. Ben oui. Un politicien qui n'est pas capable de faire espérer un jeune en face de lui, ça ne sert à rien de faire la politique. Et aujourd'hui, les jeunes qui travaillent dans ces usines, ils vont faire 100 ans ou 50 ans en train de travailler, au final, ils n'ont rien. Il n'y a pas d'ascension sociale. Et c'est ça qu'on appelle la politique du Père Noël.
pas si vous le voulez bien. Si vous le voulez bien, on va marquer. Aussi, c'est de dire que j'ai dormi par terre, mon enfant doit être capable de dormir sur un lit. Oui, si mon enfant dort par terre, il n'y a pas d'ascension. Vous savez, très bien. Il y a 10 ans. On va marquer une courte pause. On continue juste d'en débattre juste après la pause. On se retrouve dans quelques instants.